Bonjour, bonjour. Voilà, alors je vous présente cette petite vidéo. C'est une information que j'ai donnée à mon rucher école donc, de Roucourt en Belgique qui a pour but de donner un maximum d'informations aux apiculteurs. Je suis neutralisateur depuis 3 ans donc, pour ce rucher. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'apiculteurs étaient un peu désarmés face au frelon asiatique. Je suis persuadé que si on veut améliorer notre efficacité, il faut se regrouper et avoir des actions différentes. Je vais essayer de vous faire part de mes réflexions et de voir un peu, de vous donner quelques pistes pour améliorer l'efficacité. Je traite plusieurs termes, donc les pièges, comment choisir son piège, les lieux de nidification et enfin comment améliorer notre efficacité globale. En ce qui concerne les pièges, les différents modèles et appâts, la saison de piégeage et la limite de l'efficacité du piégeage. Pour les pièges, je vais distinguer 4 grands types de pièges. Les pièges fabrication maison. Alors, il faut toujours faire extrêmement attention de ne pas utiliser des pièges à noyade. Il faut utiliser des pièges qui laissent en vie les différents insectes que l'on va capturer pour par la suite pouvoir retirer des pièges tout ce qui est guêpes, frelons européens, bourdons, etc. Il faut faire extrêmement attention de ne bien tuer que les insectes cibles, c'est-à-dire le frelon asiatique. On se doit de protéger la biodiversité et donc de protéger l'ensemble des insectes. On voit qu'ils disparaissent de plus en plus. Plus les insectes vont disparaître, plus nos abeilles seront en danger. Ensuite, nous avons les pièges à moins de 10 €. Donc, ce type de piège est très sélectif. C'est les pièges qui proviennent du CRA. Par contre, celui-là et celui-là sont nettement moins sélectifs et ceux-là sont relativement sélectifs aussi. Vous avez ensuite les pièges entre 10 et 100 €. Ce sont souvent des pièges avec une réserve d'appât, donc qui permettent de diffuser pendant beaucoup plus longtemps le produit dans l'air. Ensuite, vous avez les pièges à plus de 100 €. Donc, vous avez la harpe, la tente et ce type de piège. Maintenant, bien sûr, la harpe, il y a moyen de la fabriquer pour nettement moins cher, mais je ne prends que le matériel du commerce. Les différents types d'appâts. Alors, un test a été réalisé en 2023 par le CRA en laboratoire, où l'on voit qu'il y a eu un différent type de produits, du Vespacatch, du Trapite, etc. Il y a même de l'eau. Des tests ont été réalisés en 2024 dans la région de Péronne et dans ma région, puisque j'ai participé aussi à ce test. Donc, on a utilisé 3 types d'appâts, du Trapite, du Vespacatch et de la grenadine, dans 2 absorbants différents. Le premier absorbant était du bioabsorbant, c'était de la sciure de bois et des éponges. Donc on voit que le Trapite a capté réellement beaucoup plus
en éponge que le reste des produits. Ceci dit, le frelon asiatique est comme nous. C'est-à-dire que si on lui présente un buffet, il va forcément choisir ce qu'il préfère. Par contre, si on lui donne qu'une seule assiette, il va manger son assiette. Donc, est-ce que c'est intéressant d'acheter des produits du commerce relativement chers? Je ne suis pas persuadé. Les appâts classiques, c'est quoi? Donc, vous avez un tiers bière brune, un tiers sirop de cassis et un tiers vin blanc. Ça, c'est la recette classique. Maintenant, vous allez trouver sur Internet des tas de recettes différentes, plus ou moins chères, parce qu'il faut avouer quand même que c'est relativement cher. L'un des produits qui fonctionne le mieux, c'est quand même le miel fermenté. Vous mettez du miel fermenté dans les pièges et les abeilles ne vont pas y aller. Par contre, les frelons vont s'en régaler. Donc, si vous avez un peu de miel, c'est peut-être l'idéal. La saison de piégeage. Alors, je distingue 3 saisons bien distinctes. Le piégeage des fondatrices, le piégeage des ouvrières et les ouvrières et fondatrices en fin de saison. Généralement, on vous présente ici un trou, moi je chevauche. J'expliquerai plus tard pourquoi, mais je pense que à cette période, il faut adapter ces pièges et avoir des trous d'entrée un peu plus faibles pour vraiment piéger que les premières ouvrières qui sont plus petites que les ouvrières en pleine saison. Le top départ pour piéger les fondatrices, c'est 1. Vos abeilles sont au travail. 2. Les arbres fruitiers sont en fleurs. Ça, quand vous avez ces 2 points-là, il faut commencer à piéger les fondatrices. Le 3e point, c'est une température entre 15 et 18 degrés pendant plusieurs jours. Si vous avez les 2 premiers, en général, celui-là, vous l'avez eu. Alors, pour le piégeage, il faut faire un piégeage par maillage. C'est-à-dire qu'il faut à peu près avoir une quarantaine de pièges et les mettre sur un rayon de 1 km autour de votre rucher. Donc, vous voyez ici, mon rucher est ici au milieu et j'ai disposé des pièges à moins d'1 km, c'est les points verts, autour de mon rucher. Alors évidemment, ici, je n'ai pas mis de piège, tout simplement parce que ce sont des pâtures et des champs, ce qui ne sert à rien de mettre des pièges à ces endroits-là. Par contre, j'ai mis des pièges un peu plus loin, tout simplement parce que les années précédentes, on avait eu des nids ou des nids secondaires ou des nids primaires à ces endroits-là. Ici, cette région-là, c'est une région assez favorable où on a souvent des nids primaires. C'est pour ça que l'on a mis des pièges relativement loin aussi. Pour ces pièges-là, il faut que les trous d'entrée soient de 8,2 mm parce que les fondatrices sont relativement grosses et des échappements à 5,5 mm. Donc ce sont des petits pièges bocaux. Lorsqu'on prend d'autres insectes que des frelons asiatiques, on les met simplement au frigo et ça permet d'endormir tout le monde et de pouvoir retirer, si jamais on a pris par exemple une fondatrice frelon européen ou bourdon, de pouvoir les laisser s'échapper par la suite. Encore une fois, je répète, il faut être extrêmement attentif à la biodiversité. Pour les ouvrières en été, donc
pour les premières ouvrières, on se retrouve avec un trou de 7,6 mm, tout simplement parce que ces ouvrières sont beaucoup plus petites que les ouvrières en pleine saison. Par la suite, on revient à des pièges un peu plus gros. Pour le piégeage des fondatrices en automne, pour savoir si on prend des gînes ou pas, éventuellement il faut les peser. Une gîne va faire entre 600 et 800 mg et une longueur de 26 à 35 mm. Une ouvrière ou un mâle, c'est entre 150 et 450 mg, 18 à 23 mm. C'est, pour les poids en tous les cas, c'est le Musée national d'histoire naturelle qui donne cette information. Si vous regardez sur ma chaîne, vous allez voir où je pèse les différents frelons et j'ai mesuré aussi les frelons, donc vous pouvez voir comment ça se passe. Par contre, donc pour nos abeilles, simplement une petite comparaison, une ouvrière c'est entre 80 et 100 mg, une reine pèse entre 150 et 200 mg. Le faux bourdon peut peser lui jusqu'à 200 mg aussi. Donc la limite de l'efficacité. Notre expérience sur 3 ans dans le village de Pipé. Alors il faut savoir que Pipé n'est pas très impacté par le frelon asiatique. En 2023, nous avons mis une vingtaine de pièges et pris plus d'une dizaine de gînes. Malheureusement, je n'ai plus les chiffres exacts. En 2024, 33 gînes dans les 30 pièges. Donc, ces pièges nous ont été fournis par le CRA. Ce sont des pièges extrêmement sélectifs. En 2025, nous avons pris que 5 gînes dans 40 pièges. Alors, pourquoi une telle différence? Est-ce qu'on a trop bien travaillé les années précédentes et il n'y avait plus de gînes qui se promenaient? Je pense que l'erreur que nous avons faite est relativement simple, c'est que le printemps 2025 a été exceptionnel. Tous les arbres fruitiers étaient en fleurs et nous avons mis nos pièges aux endroits habituels, c'est-à-dire dans des haies, etc. Pour pas déranger les gens, nous les avons pas mis dans les vergers, on les a mis en lisière de route et on aurait dû se rendre compte qu'on ne piégeait pas beaucoup de gînes et donc déplacer les pièges. Donc il faut être extrêmement réactif, c'est-à-dire que si on voit que les pièges ne prennent rien, il faut simplement les changer de place. Alors maintenant, l'avis des scientifiques sur le piégeage de printemps. Je vais essayer de vous mettre toutes les sources que j'ai étudiées en dessous de la vidéo. Donc en résumé, il faut savoir que une gîne piégée n'est pas un nid en moins. Effectivement, les études prouvent que seuls 20% des gînes présentes au printemps sont des fondatrices. Les autres gînes, on ne sait pas pourquoi, ne sont pas capables de construire un nouveau nid. Par contre, elles vont aller se battre avec les fondatrices pour récupérer le nid. De plus, aucune étude scientifique n'a prouvé jusqu'à présent l'efficacité du piégeage de printemps. Effectivement, si le piégeage de printemps était efficace, on aurait éradiqué le frelon asiatique depuis longtemps. Beaucoup en France, le piégeage de printemps se fait de manière intensive et probablement beaucoup plus efficace que dans nos régions. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas piéger
au printemps, parce que même s'il n'est pas efficace pour éradiquer le frelon asiatique, il est en tous les cas efficace pour diminuer la pression sur nos ruchers. Donc, continuons à faire un piégeage de printemps. Ici, je vous mets un lien qui explique bien tout cela. Il faut savoir aussi que les scientifiques considèrent que c'est contre-productif. Alors, pourquoi pour eux c'est contre-productif? Tout simplement parce que ces études datent d'il y a quelques années où les pièges de printemps n'étaient pas suffisamment sélectifs. Ou en tous les cas, on ne faisait pas suffisamment attention à ne piéger que les insectes cibles, c'est-à-dire le frelon asiatique. C'est important de protéger, je le répète, notre biodiversité. Et donc, c'est très important, surtout au printemps, d'être extrêmement sélectif. Comment choisir son piège? Alors, déjà, la sélectivité, le prix, le temps que l'on a à consacrer à nos pièges et comment, en finalité, déterminer l'efficacité de nos pièges. Alors, pour la sélectivité, je répète, c'est extrêmement important. Tout simplement parce qu'au printemps, on a le frelon européen, on a les guêpes, qui sont des fondatrices aussi, et les bourdons, sans compter tous les autres insectes qui, au printemps, vont commencer à faire leur nid. Si on commence à piéger tout ça sans faire attention, eh bien, c'est ce que disent les scientifiques, c'est contre-productif. Tout simplement parce qu'on va faire beaucoup plus de mal à notre biodiversité que le frelon asiatique. Le frelon asiatique va en été prélever beaucoup d'insectes, mais si nous, on prélève les fondatrices, mais là, c'est sûr, ce sont des nids en moins. Et donc, on ne peut pas accepter d'impacter la biodiversité sous prétexte que l'on est embêté par le frelon asiatique. Maintenant, le prix des pièges. Pour le piégeage de printemps, ça peut aller entre 1 € et 50 €. Pour le piégeage des ouvrières, là, on va monter jusqu'à 300 € pour une harpe ou une tente, par exemple. Alors, le temps que vous avez à consacrer est relativement important pour sélectionner le piège. Au printemps, si vous avez la possibilité d'aller relever vos pièges 2 à 3 fois par semaine, là, vous pouvez prendre un piège relativement peu cher, qui est ce type de piège. Là, vous avez une éponge, vous venez mettre un peu de produit très régulièrement et ils sont relativement efficaces. Par contre, si vous n'avez pas le temps de relever vos pièges très régulièrement, là, je vous conseille de prendre des pièges un peu plus chers avec une réserve d'appât. Donc là, c'est 2 exemples que j'ai pris sur Internet. Il y en a bien d'autres, évidemment. Donc, qui vont diffuser plus longtemps que les pièges à éponge. Mais ils sont aussi plus chers. Donc, c'est à vous à faire cette balance. Pour les ouvrières, pareil. Si vous pouvez visiter tous les jours, 2, 3 fois par semaine, oui, ce type de piège est très efficace. Par contre, si vous visitez tous les 7 jours, il faut sélectionner des pièges avec une réserve d'appât.
Mais si vous allez visiter très irrégulièrement parce que votre rucher est loin et que vous n'avez pas la possibilité d'y aller très souvent, alors là, je vous conseille d'utiliser des pièges de ce type, la nasse, la tente ou la harpe. Attention que la nasse, par exemple, il ne faut pas la mettre au printemps. Ça se met en été lors de grosses attaques. La harpe, c'est pareil. Ce sont des produits qui ne sont absolument pas sélectifs. Donc, à ne pas mettre lorsque vous avez des fondatrices, guêpes, bourdons et frelons européens qui se promènent dans la nature. Alors, pour le piégeage d'été, il faut placer ces pièges sur le rucher. Donc ici, je vous présente mes 4 ruchers. Vous voyez ici que j'ai mis des pièges juste à côté, plus une harpe. Ici, j'ai mis des pièges devant mes ruchers et en dessous. Ici, pareil, devant et sur les côtés. Ici, c'est la même chose. J'ai fait un fichier Excel. J'essaierai de vous le mettre en lien qui reprend les piégeages jour par jour sur à peu près 3 mois d'été. Comment mesurer l'efficacité de son piégeage? C'est pas le tout de piéger, mais est-ce qu'on piège correctement? Pour le piégeage de printemps, déjà, on peut se référer à ce que l'on a fait l'année précédente, bien que souvent les conditions météo ne sont pas les mêmes, et donc c'est difficile de faire une corrélation entre les deux. Mais c'est un point que l'on peut prendre en compte. Si vous trouvez des nids primaires à proximité de vos pièges, mais oui, si on vous appelle parce que à 10 mètres, 20 mètres, vous avez un nid primaire qui s'est formé, c'est que le piège que vous avez mis en place n'est pas au bon endroit, au minimum, et voir si les appâts que vous mettez dedans ne sont pas suffisamment attrayants. Malheureusement, au printemps, vous allez mesurer l'efficacité que si vous avez en été beaucoup d'attaques ou pas. Donc l'efficacité que vous allez avoir ne va se mesurer qu'en été. Par contre, pour le piégeage d'été, là, on peut le mesurer en instantané. C'est-à-dire, si vos colonies sont en stress, voir le nombre de frelons qui sont devant vos ruches. Alors, il faut savoir que, suivant les données du parc de Haute-Vallée en Chevreuse, le frelon, suivant la grosseur du nid, va aller chercher entre 20 et 70 abeilles par jour. Avec cette information, on peut calculer combien de frelons chassent sur le rucher. J'ai fait un petit tableur. Voilà. Donc, nombre d'heures de chasse, j'ai mis 12 heures. En réalité, c'est beaucoup moins. On se rend compte que, en fonction de la météo et des températures, le frelon va chasser, par exemple, sur l'heure de midi, quand il fait très chaud, le frelon ne va pas chasser. Néanmoins, j'ai pris 12 heures, on pourrait changer cette valeur-là. Si on a un frelon à la minute sur notre rucher, et en considérant que le nombre de prises est de 50 frelons sur sa journée, on aurait donc 14
voire 15 frelons qui chassent sur votre rucher. Si on a par contre 10 abeilles par frelon, on se retrouve avec 72 frelons qui vont chasser, en considérant que vous avez un frelon à la minute sur votre rucher. Après, c'est une simple règle de 3, on peut changer évidemment. Par exemple, ici, si on a un frelon en permanence sur notre rucher, on va se retrouver avec 2160 frelons qui vont chasser sur votre rucher. Alors, il faut savoir que je pense, c'est pas scientifique, il n'y a pas eu d'études là-dessus encore, que les frelons asiatiques ont un métier, comme nos abeilles. C'est-à-dire que dans un nid, vous avez des frelons qui vont s'occuper de nourrir les larves, nourrir les frelons qui sont dans le nid. Vous avez des frelons qui vont s'occuper à la construction du nid. Et vous avez des frelons qui vont aller chercher du sucre et des frelons qui chassent et qui vont aller chercher des protéines. Donc c'est cela que l'on va avoir sur le rucher. Les pièges que l'on met, en général, ce ne sont pas des protéines, c'est du sucre. Et donc, on va d'abord capter les frelons qui vont chercher du sucre. Dans le nid, il va y avoir un manque de sucre, un manque de nourriture. Et donc, les frelons qui chassent vont changer de métier et aller chercher du sucre. Par opportunité, ils vont trouver du sucre près de l'endroit où ils chassent, et donc c'est seulement à ce moment-là que l'on va diminuer la pression sur les ruches, c'est-à-dire que l'on va capter les frelons qui chassent, et donc diminuer la pression sur vos ruches. Alors ça, c'est ce que moi j'ai constaté un peu sur mes ruchers, bien sûr, ça n'est pas scientifique. Il existe aussi la technique dite du cheval de Troie, c'est-à-dire que on va attraper vivant le frelon asiatique, on va mettre du poison dessus et on va le renvoyer dans son nid. Alors cette technique, je suis contre et elle est interdite, que ce soit en France ou en Belgique. De plus, elle a déjà été testée, je vous mettrai en lien les vidéos, par des scientifiques. Donc, entre autres, le directeur de recherche de l'INRA l'a testé dans sa région et avec tous les apiculteurs qui sont autour de lui, et le succès n'a pas été au rendez-vous. D'ailleurs, si cette technique fonctionnait si bien, il y a longtemps que beaucoup d'apiculteurs l'utiliseraient. Donc je vous mets en lien la vidéo où il explique ce qu'ils ont fait et ça ne marche pas. En Espagne ou au Portugal, des scientifiques ont testé de manière beaucoup plus importante cette technique et aucune publication n'a été faite à ce jour, ce qui prouverait que cette technique ne fonctionne pas. Malheureusement, les scientifiques ne publient que lorsqu'ils ont des résultats positifs par rapport à leur étude. Ils ne publient jamais lorsque l'étude échoue, en tous les cas où on a des résultats négatifs. Pourtant, un résultat négatif reste un résultat, mais bon, c'est comme ça. Les lieux maintenant de nidification. Les nids primaires, les nids secondaires et surtout comment les trouver. D'abord, il faut savoir de quoi a besoin le frelon asiatique. Il a besoin d'eau, d'énormément d'eau. Il a besoin de nourriture, nectar, sucre, protéines. Donc, le nectar, la fondatrice, c'est pour pouvoir se nourrir. Le sucre aussi. Par contre, les protéines, c'est pour pouvoir nourrir les futures larves. Du bois et du compost, ou d'ailleurs du compost tout simplement pour fabriquer son nid.
Les nids primaires, où va-t-on les retrouver? Principalement dans un endroit où leur va-et-vient va être facilité. Donc ici, ce sont des petites cabanes où la porte est restée ouverte. Là, ce sont des tôles ondulées. On se rend compte qu'il y en a souvent, tout simplement parce que par les interstices, ils peuvent facilement faire des allers-retours. Alors, les nichoirs, ça c'est le grand classique. D'ailleurs, je vais vous proposer une vidéo dans les semaines qui suivent concernant les nichoirs. Ce que je vous conseille vivement, c'est lorsque vous avez trouvé un nid primaire dans un nichoir, vous enlevez le nid primaire et vous remettez le nichoir à sa place. L'année suivante, il y a de grandes chances que vous allez ravoir un nid qui va se former. C'est relativement important parce que là, vous êtes sûr d'avoir un nid en moins. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit durant la vidéo, c'est que seuls 20% des gînes sont des fondatrices. Vous attendez qu'il y ait quelques ouvrières avant de neutraliser le nid dans le nichoir. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un nid en moins. Ensuite, les briques valises, ce qu'on appelle, me semble-t-il, en France des parpaings, ça arrive souvent aussi dans les interstices des toits de maison ou les fenêtres. Ensuite, alors sur cette photo on ne voit pas très bien, mais il y a 1, 2, 3 nids l'un à côté de l'autre. C'est le nid de cette année, le nid de l'année passée qui est beaucoup plus petit et le nid de l'année suivante. Ici, c'est dans un garage. Pareil, il y avait 3 nids l'un à côté de l'autre d'année en année. Donc, dans les greniers, ça arrive souvent aussi. Cette année, dans les buissons, donc ou au ras du sol ou dans les haies, on en a eu énormément, ce qui devient très dangereux évidemment pour les jardiniers. Ce que je conseille toujours maintenant aux jardiniers, c'est de prendre un bâton et avant de commencer de tailler, c'est de taper sur les branches pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nid. Alors, les lieux insolites, un bras de machine, sous un réservoir d'eau où le jardinier allait chercher très régulièrement de l'eau et il n'avait pas vu. Ici, une bouche d'aération d'une hotte aspirante. Là, entre une fenêtre et un volet. Et cette année aussi, dans le sol. Ce qui est quand même relativement rare. Donc cette année, dans le sol, tout simplement, le nid n'a pas été détruit par les intempéries. Et donc il était dans une clairière, dans un bois, ce qui est quand même très rare. Les nids secondaires, on va surtout les retrouver effectivement dans les arbres. On constate, enfin, pour ma part, j'ai constaté qu'ils étaient relativement bas. J'en ai eu très peu au-dessus de 25 mètres. Et cette année, je pense que j'ai eu un seul nid à plus de 30 mètres. Comment trouver les nids? Il existe plusieurs techniques. La première chose à faire, c'est de déterminer la distance du nid. Ensuite, on peut faire par triangulation les pots à mèche ou la localisation radio. Déterminer la distance de nid. Il faut fabriquer un pot à mèche. Voici la technique. Sur le site de la région bruxelloise, c'est très très bien expliqué. On prend un pot à confiture, il faut un couvercle en acier, on fait un trou à l'intérieur et on place
une mèche en coton ou autre. Et ensuite, on va verser notre produit attractif préféré. Si on le fait sur son rucher, il faut prendre la précaution d'enlever tous les pots pièges et ne laisser qu'un pot avec une mèche comme présent sur la photo. Donc on voit là déjà qu'il y a un frelon qui est dessus avec un petit point blanc de repérage. Pour pouvoir mettre ce petit point blanc, c'est relativement simple. On prend un piston à marquage de renne et on va aller chercher le frelon sur le pot à mèche. Ensuite, on utilise un marqueur, par exemple ceux avec lesquels on marque les rennes, et on fait un point blanc ou d'une autre couleur en fonction si vous prenez plusieurs frelons pour faire cette expérience. Par exemple ici, vous avez un frelon avec un point blanc et un autre frelon avec 2 points rouges. Vous les laissez se nourrir, ça prend à peu près 5 minutes et une fois qu'ils prennent leur envol, vous pouvez commencer à chronométrer l'aller et retour du frelon asiatique. Ici, on a 2 minutes 12 à peu près. Ça fait une distance de 200 mètres, plus ou moins, un peu plus de 200 mètres. On considère que c'est 100 mètres par minute. Alors bien sûr, lorsqu'on a fait le marquage, on libère le frelon, mais là, il ne faut pas le chronométrer à ce moment-là, étant donné qu'il est stressé, l'indication sera mauvaise. Donc, une fois que vous avez fait ça, on peut déterminer déjà une direction dans laquelle il va s'envoler. Donc là, on était ici, un peu plus de 200 mètres, ouais, vous voyez, ça représente plus ou moins ce lieu-là. Donc, dans un monde idéal, on se déplace avec le frelon, on se met par exemple ici au milieu d'une pâture et on relâche le frelon, il va nous indiquer une autre direction, on va sur un troisième point, pareil, on fait la même expérience, on relâche et on contrôle toujours les allers-retours, ça nous donne une bonne direction. Et là, on voit que le nid devrait se trouver à cet endroit-là. Pour être très honnête, on n'a jamais réussi à trouver un nid comme ça, mais bon, on aurait dû faire l'expérience à plusieurs reprises pour pouvoir trouver les nids. Et en plus, je pense que les nids que l'on cherchait étaient trop petits. Le pot à mèche. Donc, notre rucher est ici au point blanc. Dans la première expérience, nous avons mis des pots à mèche ici autour du rucher. On a constaté qu'on avait pas mal de frelons à cet endroit-là et aussi ici. Qu'est-ce que l'on a fait? On a déplacé les pots à mèche dans cette direction-là. Et ici, on a mis des pots à mèche ici, par ici aussi. Là, on a constaté qu'on avait probablement un nid ici à cet endroit, que l'on n'a pas trouvé. Par contre, on a trouvé ici un nid à cet endroit, ici exactement sur la carte. Pour celui-là, on sait qu'on a un nid ici quelque part, mais je dois bien avouer qu'on ne l'a pas trouvé. Alors, il existe aussi une localisation par radio, donc ça c'est une technique beaucoup plus efficace, mais évidemment bien plus coûteuse. Une technique qui marche très bien,
c'est la sensibilisation des particuliers. Donc, dans chaque village et ville, il y a des pages Facebook. Donc, mettre régulièrement des commentaires sur la page Facebook en demandant à ce que les gens soient attentifs au nid de frelons asiatiques. Une bonne idée, c'est aussi de proposer un pot de miel à chaque personne qui va trouver un nid de frelons et qui va vous le signaler. Ça, c'est une bonne motivation, me semble-t-il. La technique de distribuer toutes boîtes, nous, personnellement, on ne l'a pas fait, mais d'autres apiculteurs l'ont fait et ils ont eu un certain résultat aussi. Après, vous avez la communication dans les communes, les brochures, les billets paroissiaux. Ce sont des choses, la sensibilisation du grand public qui fonctionne très bien. Comment améliorer notre efficacité globale? Donc là, je vais parler des apiculteurs, la communication et la sensibilisation des pouvoirs publics. Donc pour les apiculteurs, il faut se regrouper. Faire la chasse aux frelons asiatiques de manière individuelle, c'est peine perdue. Il faut vraiment que les apiculteurs, je sais que c'est quelque chose de compliqué, de se regrouper entre apiculteurs. En général, les apiculteurs aiment bien travailler tout seuls dans leur petit coin, mais pour le frelon asiatique, là, il faut vraiment qu'on fasse ça de manière globale. Donc, par exemple, se regrouper pour trouver les nids. Pour les pots à mèche, par exemple, il faut au moins être à 3 pour pouvoir déplacer les pots à mèche, pour contrôler, etc. Et en plus, c'est extrêmement chronophage. Pour l'achat de matériel, un apiculteur ne va pas aller acheter un système de détection radio tout seul. C'est du matériel qui coûte extrêmement cher. La communication est très importante. Il faut vraiment sensibiliser le grand public. Donc pour ça, l'utilisation des réseaux sociaux, pour une fois, s'avère très efficace. Il y a l'organisation de conférences. C'est quelque chose d'important. L'information dans les écoles, les communes, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir pour les écoles, entre autres, des élèves avec qui on pourrait par exemple donner un petit pot de piégeage. Ça permettrait d'augmenter le piégeage de printemps. Il y a des tas de solutions. Les communes peuvent centraliser toutes les informations qu'elles reçoivent. Et à partir du moment où elles ont une personne de contact, où elles savent que cette personne va pouvoir neutraliser les nids, c'est déjà des choses qui seraient très utiles. La sensibilisation des pouvoirs publics, faire des propositions aux pouvoirs publics telles que l'achat de matériel, des articles dans les revues communales, la sensibilisation du personnel, savoir qui contacter, etc. La liste des actions à mener est longue. Elle n'est limitée que par notre imagination et notre dynamisme. À nous de proposer des solutions, des actions pour réduire l'impact sur nos ruchers, sur la nature et éviter les accidents. Il est impératif que vous vous regroupiez avec tous les apiculteurs de votre région, avec les ruchers écoles, afin d'essayer d'organiser des groupes de travail qui vous permettraient de diminuer l'impact sur la nature et sur vos ruchers. Voilà, je termine ici cette information. J'espère vous avoir un tout petit peu aidé et de vous avoir appris un certain nombre de choses. Je vais mettre en lien un maximum de sources
et j'espère que j'aurai des retours positifs de cette information et des actions que vous allez mener ou même des propositions que vous avez. Voilà, merci beaucoup, au revoir.